connaissez un peu l'acronyme ZTNA ou qu'est-ce que ça fait en fait? En avez-vous déjà entendu parler principalement? Juste à main levée. Fait que la majorité d'entre vous, parfait. Fait que je vais débuter la présentation, il est 1 heure, puis je sais qu'on est vendredi après-midi, merci d'être là encore. Ici, je parle au niveau des rançons logicielles. Okay? Ça, c'est les tendances qu'on voit au niveau des dépenses des entreprises, au niveau des solutions dans lesquelles ils pensent investir. Okay? Au niveau des budgets, les priorités qu'on peut voir, mais on peut voir les différentes solutions. Puis ici, on voit clairement ZTNA, par exemple, une augmentation de 54 de 2022 à 2023. Ça nous permet d'avoir une tendance au niveau comment on fait pour se protéger, pourquoi on aurait besoin d'une solution, par exemple, dans le ZTNA, comparativement à une solution d'accès à distance traditionnelle. Pourquoi? Bien, parce que les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Avant, on disait aux employés, bien, vous avez un courriel, regardez s'il y a des fautes d'orthographe dans le courriel. Des fois, ça peut donner une idée. Aujourd'hui, on utilise ChatGPT. Donc, les hackers vont faire la même chose. Ils vont rédiger des courriels qui sont beaucoup plus personnalisés, souvent, puis ils vont être plus attractifs pour l'employé afin qu'il clique. OK? À titre informatif, 74 des attaques, c'était pour de l'argent, évidemment. Puis, on voit aussi encore une croissance là, au niveau du vecteur d'attaque principal qui est les courriels. OK? Puis, les attaquants sont de mieux en mieux aussi, ils ont plus de fonds monétaires là, avec les organisations. OK? Au niveau des différentes attaques, on peut voir aussi, on voit régulièrement, c'est des attaques perpétrées quand un attaquant arrive dans le réseau. Souvent, il va essayer d'aller chercher un compte privilégié. Pourquoi? Parce qu'il peut faire plus de dommages, il peut aller chercher des informations plus sensibles. Okay? Ici, on voit un cas d'Uber, par exemple, où est-ce que l'attaquant a réussi à trouver les informations d'un contracteur. Donc, souvent, on va avoir des ressources à l'interne où on va engager des ressources externes pour nous aider à faire du travail à l'interne. Souvent, ces gens-là ont des consultants, par exemple, ils vont avoir des comptes privilégiés. Et dans ce cas-ci, l'attaquant a réussi à trouver le username password du compte. Puis, il a réussi à faire accepter le second facteur d'authentification pour, je ne sais pas la procédure, comment il a fait, mais au final, il a pu se connecter en VPN, dans le fond, dans l'environnement du client pour faire des dommages, pour perpétrer l'attaque. OK? Là, je mets ça en prémisse pour commencer. Vous allez voir pourquoi, c'est quoi le rapport avec ZTNA, on va y revenir tantôt. Au niveau des tendances du marché, bien, vous l'avez vu, avec la COVID, accélération marquée au niveau du travail à distance. Aujourd'hui, les gens veulent que ça reste, donc c'est difficile pour les entreprises de s'en départir. Donc, il faut s'adapter avec les nouvelles réalités. Adoption des applications au niveau SaaS. VPN à ZTNA. Un VPN traditionnel, souvent, ce qu'on voyait, on va avoir une connectivité, un profil VPN pour tous les employés, que ce soit administrateur ou employé régulier. Puis, une fois qu'on a établi la connectivité, on a une visibilité sur l'ensemble du réseau. On n'a pas vraiment un contrôle. On peut faire des pings, par exemple, sur différents serveurs, mais on peut essayer de perpétrer des attaques, si on veut, à l'intérieur du VPN avec un compte légitime. Okay? Dans certains cas, les entreprises vont avoir différents profils VPN, mais ça reste que le vecteur d'attaque, il va être beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'on permet des subnets, par exemple, qui vont communiquer avec les serveurs ou d'autres VLAN à l'interne. Consolidation des fournisseurs. Ça, c'est une tendance qu'on remarque. Donc, on veut avoir moins de fournisseurs, donc ça requiert souvent moins d'expertise. On a moins d'employés qui sont formés. Plus on a de fournisseurs, plus on va avoir de l'expertise qu'on a besoin d'aller chercher dans les différents manufacturiers. Ça peut demander un certain défi. Okay? C'est un peu l'analogie que je fais avec ça. Si vous avez un iPhone présentement en ce moment, est-ce que vous allez acheter une montre Android, vous allez acheter une montre iPhone, un iWatch. Mais souvent, les gens vont prendre le iWatch pour la facilité d'intégration entre les produits. Ils vont acheter un Mac parce qu'il y a un environnement Apple. Même des fois, ce n'est pas les meilleurs produits dans chacun des cas. Mais, overall, l'expérience client est améliorée au niveau des usagers. Au niveau des défis qu'on rencontre, bien, on veut sécuriser les appareils. Donc, on parle de ZTNA, zéro confiance. Zéro confiance veut dire qu'en tout temps,
à n'importe quel moment, je ne fais jamais confiance à l'appareil ou à l'individu qui est derrière l'appareil. Je valide avec des métriques, des façons de faire pour m'assurer que le poste est toujours conforme, il n'a pas été compromis. Qu'est-ce qui arrive s'il a été compromis? Bien, on veut retirer l'accès. On veut juste publier à l'employé ce qu'il a besoin pour travailler selon son rôle organisationnel. C'est ce qu'on cherche à faire. Comme j'expliquais, au niveau du VPN traditionnel, des fois, certaines entreprises vont avoir de la misère à différencier un PC personnel d'un PC corporatif. On a un compte AD qui est légitime. Vous êtes un employé, j'ai oublié mon PC à la maison. Par exemple, je prends mon PC personnel, j'installe le client VPN, puis je rentre avec mes comptes AD, puis j'ai mon token de MFA, par exemple. Bien, je vais être capable de rentrer au niveau du réseau. Okay? Donc là, on a une menace possible qui vient de rentrer dans votre réseau. Okay? Parce qu'on a ouvert comme un tuyau vers l'entreprise, surtout si on a des configurations de split tunneling, par exemple, où on va permettre l'accès local plus l'accès vers les données corporatives. Donc ça peut être un enjeu au niveau de la sécurité. Quand on parle des ZTNA, on fait toujours référence à la cybersécurité, aux attaquants. C'est un peu notre mission en tant qu'entreprise de protéger les données corporatives, les accès des VPN, les accès remote, distants, sans fil, filaire, etc., contre les menaces. Aujourd'hui, on veut avoir la même expérience, peu importe ce qu'on est. On est dans un camping, on veut travailler à partir du camping, on veut se connecter, avoir la même expérience comme si on était au travail. La mentalité du Zero Trust, c'est vraiment des tendances dans le marché qui sont implantées. Jamais faire confiance, toujours valider en temps réel qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appareil, est-ce qu'il est conforme tout le temps ou pas. Puis aussi la convergence des solutions de protection au niveau des appareils également. Okay? Donc les EDR, si vous n'avez pas d'EDR par exemple, bien, je vous recommande fortement d'en avoir un. Ça fait partie des tendances. On veut protéger tous les accès au réseau avec des solutions, différentes solutions pour protéger le mieux possible les nouvelles attaques émergentes. Donc, comment on peut faire ça? ZTNA, donc on va en parler tantôt, c'est quoi, comment ça fonctionne. C'est aussi des solutions comme ça qui permettent, dans le fond, de protéger ou d'uniformiser les politiques de sécurité des accès distants vers vos données ou vos applications corporatives, infonuagiques ou sur vos lieux de travail dans votre centre de données. Gestion des identités, on veut savoir qui se connecte, à quel moment, avec quel équipement, quelles sont les métriques, est-ce qu'il est membre du domaine, il est connecté sur quel poste. Donc, on va avoir une information complète pour prendre la meilleure décision possible au niveau de l'application des règles de sécurité. EDR, j'en ai mentionné. Analyse comportementale au niveau détection de malware. S'il commence à encrypter, on va le détecter. Si on commence à exfiltrer des données, par exemple, pour aller prendre des données, les exfiltrer vers un site distant, on va bloquer la communication également, pas basée sur des signatures, mais basée sur le comportement d'un malware. Évidemment, aujourd'hui, les produits utilisent principalement des algorithmes d'intelligence artificielle pour accélérer, pour être plus performants au niveau de la détection. Ça fait partie des améliorations grandissantes pour aussi analyser les comportements des différents malwares. La solution qu'on propose ici, la solution EMS, dans le fond, c'est une gestion des postes de travail au niveau de Fortinet. Cette gestion-là peut être dans FortiCloud, elle peut être dans SASE, elle peut être sur les lieux de travail. Elle va gérer les postes de travail. Donc, elle va utiliser le même client, par exemple le FortiClient, pour gérer la télémétrie du poste de travail, la conformité, avoir des scans antivirus, des applications vulnérables, l'inventaire logiciel, etc. Donc, ça nous permet d'avoir des métriques sur lesquelles on peut construire nos politiques de sécurité puis appliquer des restrictions ou des accès complets. Ça permet aussi de détecter au niveau de la présence, si on est sur les lieux de travail ou en dehors des lieux de travail, on peut monter un VPN Always On, par exemple, pour envoyer le tunnel au complet vers SASE ou vers votre environnement sur les lieux de travail dans vos VPN principaux.
Puis je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Tu sais, oui, c'est beau les présentations, je ne voulais pas trop mettre de diapositives pour vraiment vous montrer l'expérience, comment ça fonctionne, puis vous allez mieux comprendre par la suite ce que je veux dire. Au niveau du Forti client, j'expliquais tantôt, c'est un client qui est VPN, c'est un client qui est ZTNA aussi. Donc, on est capable d'aller faire du VPN, aussi EPP, APT pour détecter les menaces avancées. OK? Sandboxing, si vous transférez des fichiers, des trucs comme ça, protection aussi contre les ransomware. Donc, vous avez l'ensemble des fonctionnalités dépendamment des composantes que vous sélectionnez. Oui, ça prend un FortiClient EMS, effectivement. Ou SASI. SASI, il y a un EMS dans SASI également. Vous pouvez aussi faire du filtrage. Donc, c'est important quand l'usager, un des enjeux que les compagnies ont souvent, c'est que quand l'employé est en dehors des lieux de travail, on ne sait pas nécessairement quel site qu'il visite. Est-ce que tout est correct, entre guillemets? Bien, on peut quand même appliquer certaines fonctionnalités, au moins de filtrage, aussi au niveau du poste de travail. Donc, on peut aller voir au niveau des catégories, aussi le statut off-net, on-net, comment on détecte si le poste de travail est sur les lieux du travail ou en dehors. La solution est supportée sur les différents systèmes d'exploitation en fonction de ce que vous voulez faire. Comme ici, je donne un exemple au niveau du web filtering. Bien, on a différents, par exemple, au niveau des... Il y a juste Linux pour le moment qui n'est pas supporté au niveau du web filtering, mais vous avez tous les types de fonctionnalités qui sont répertoriées. Ici, je parle de, je ne sais pas si c'est probablement que vous avez déjà entendu, mais c'est des tendances au niveau Gartner sur les nouvelles architectures. Qu'est-ce qu'on devrait avoir en place, comment devrait fonctionner un peu. Quand on parlait de minimiser le nombre de manufacturiers, bien, on s'attend à ce que chacun des manufacturiers ait un écosystème qui va partager l'information pertinente entre les différents produits ou solutions. Fait que Gartner, il a mentionné la fabrique de Cyber Security Mesh Architecture, qui est l'architecture maillée que vous voyez à gauche, en 2021, puis il l'a réitéré en 2022. Ce que ça fait, c'est que pour être plus efficace contre les menaces, c'est bon quand tous les produits vont partager l'information entre eux pour prendre des actions, être plus proactifs dans la défense, si on veut. Okay? Avant, qu'est-ce qu'on avait comme architecture? C'était plus on prenait les meilleurs produits de chacun des solutions, puis on les envoyait vers un SIM. Puis le SIM corrélait l'information, puis on prenait une action. Aujourd'hui, ce serait mieux de voir si le client détecte, par exemple, une anomalie ou il y a un malware qui est détecté, pourquoi pas fermer le port tout de suite au niveau de la switch, puis après ça, on investigue. Okay? Puis aussi, l'information est envoyée aussi dans le SIM comme avant. Mais on a plus une architecture entièrement maillée au niveau des différents produits. Bien, nous autres, chez Fortinet, ça fait quand même 10 ans qu'on a cette architecture-là. C'est la fabrique de sécurité de Fortinet, où ce que chacun des produits, quand ils sont conçus ou c'est des acquisitions, des fois, on va refaire le code pour l'intégrer. Pourquoi on fait ça? Bien, c'est justement pour être plus proactif au niveau de contre les menaces. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces diapositives ici par rapport à ZTNA, parce que ça a tout son sens au niveau de la protection. On pense toujours à sécuriser les postes de travail le plus sécuritairement possible. Au niveau de client EMS, ici, on voit le client VPN, ici. Puis vous voyez les Zero Trust Tags. Qu'est-ce que c'est un Zero Trust Tag? C'est les informations qui sont envoyées par votre poste de travail vers le serveur. Ils vont être analysés, puis en fonction des règles que vous avez mises en place, on va retourner un tag au niveau du poste de travail. Ce tag-là va être important parce qu'on peut prendre des actions par rapport à ce tag-là. Tantôt, je parlais de la fabrique, l'intégration de l'écosystème. Bien, c'est qu'on peut réutiliser les tags pour différentes solutions en plus. Okay? Pas juste pour la connectivité à distance, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Au niveau de MS, il y a un Certificate Authority. Donc, on va aller pousser un certificat sur les machines. Déjà là, la machine personnelle, si elle n'est pas gérée par le MS corporatif, il n'y aura pas de certificat. Donc, il ne pourra pas se connecter des gens partant en VPN. On peut aller voir l'intérieur d'un certificat. On peut aller voir s'il y a un antivirus sur le poste de travail. On peut aller voir s'il y a un EDR. On peut aller voir s'il
il y a une application qui est critique, par exemple. Si l'usager installe une application puis elle est critique, il y a un CVE de répertorié dessus, mais on pourrait envoyer un tag, par exemple ici, dans ce cas-ci, vulnérabilité médium. Est-ce qu'on coupe le service? Peut-être. Donc, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, on veut connaître l'individu qui est connecté sur la machine, puis le posture au niveau de l'appareil. La console EMS, ça ressemble à ça, mais vous avez aussi, tantôt, je vais vous montrer l'interface de SASI, mais vous allez retrouver sensiblement les mêmes fonctionnalités au niveau de la création de tags et de règles par rapport à ces tags-là. Donc, on a la gestion des postes de travail. On peut aussi aller cliquer dessus, voir les vulnérabilités au niveau des applications. Donc, c'est intéressant. On peut voir les CVE aussi, les vulnérabilités détectées. Quand on les affiche, on peut aller cliquer dessus pour avoir le détail également. Donc, on voit les personnes qui sont connectées sur les postes de travail, ceux qui sont affectés, par exemple, par des vulnérabilités. Ici, on a cliqué sur la première. On peut aller voir quels PC qui sont affectés directement via la console. Ici, on peut aussi faire la même chose. Si vous avez les FortiGate, vous avez la fabrique, vous avez déjà l'environnement qui est en temps réel au niveau de la topologie. Mais on peut aller voir aussi au niveau des postes de travail avec la souris, aller regarder les différents appareils. Okay? Puis vous allez avoir les informations pertinentes à cet appareil-là. Avec le FortiGate, je ne sais pas si vous en faites, mais vous pouvez faire des automatisations aussi en fonction si, par exemple, le host est en compromis. Donc, on voit une intégration, encore une fois, une interaction entre les différents produits pour justement contrer le plus rapidement la menace, puis prendre une action. Oui? Oui, bien ça, c'est personnalisable. Mais normalement, c'est aux 60 secondes à peu près, là, mais on peut le personnaliser comme vous voulez dans la console. Non, non, c'est ça. Exact. Bien, vous allez le voir dans le pare-feu, puis vous allez le voir dans l'EMS aussi. Bien, dans la console EMS, dans le fond. Il y a une intégration qui se fait avec le FortiGate au niveau de la fabrique avec le serveur EMS. Bien, c'est le FortiGate va aller pooler l'information du EMS, serveur EMS, au niveau de la fabrique. L'EMS, c'est un serveur à part, oui, effectivement. Effectivement. On parlait tantôt de l'intégration, de fabrique, d'architecture maillée. Bien, c'est un peu, je voulais vous montrer ça parce que le tag ZTNA, dans le fond, va donner la conformité. Après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer des exemples. Puis, comme par exemple ici, FortiSpam. Ceux qui n'ont pas de Privileged Access Management, c'est vraiment un outil qui vous permet de rentrer dans vos équipements critiques, par exemple dans vos serveurs critiques, mais en appliquant, sans connaître nécessairement le mot de passe. On enregistre les sessions. C'est pour vraiment forcer une meilleure sécurité au niveau des différents équipements. Donc, on peut faire des changements de password rotatifs aussi automatiques avec la plateforme. Mais tout ça pour dire que si vous voulez accéder, par exemple, à un serveur domain controller, par exemple, qui est critique dans votre environnement, on peut y mettre un ZTNA tag au niveau de FortiSpam. Donc, une intégration. Si votre tag, vous avez, je ne sais pas moi, si c'est une vulnérabilité, bien, vous n'aurez pas le tag nécessaire pour rentrer dans votre domaine controller. Donc, il faut régler la vulnérabilité. Après ça, vous allez pouvoir y accéder. Sinon, on ne pourra pas y accéder. Okay, ça vous permet d'être encore plus protégé au niveau de l'accès à vos équipements corporatifs, switch, firewall, routeur, serveur, etc. Au niveau du FortiGate, on peut faire des règles aussi au niveau basé sur des tags. Okay? Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si vous voulez être encore plus loin que juste faire des adresses IP, par exemple, bloquer des ports, des trucs comme ça. Normalement, les meilleures pratiques devraient être, on va définir seulement que la permission pour les flux qui sont nécessaires entre les différentes zones.
bien, dans ce cas-ci, on pourrait dire, bien, regarde, si tu as le tag, je ne sais pas moi, bien, ici, j'ai mis un exemple EDR détection, mais on pourrait faire un deny, un blacklist, par exemple. Fait que, déjà là, on va le voir, l'intégration avec EDR. Qu'est-ce qu'il fait au niveau des taggings? Bien, il va aller dire, regarde, tu as cliqué sur un malware, là, tu as une alarme qui est détectée, donc je pourrais te bloquer l'accès au réseau corporatif, par exemple, jusqu'à temps qu'on ait une investigation appropriée. Ici, je montre EDR, la plateforme de force EDR, mais on voit ici, tout est dans la question de réponse aux menaces. On voit les différentes interventions. On voit le Zero Trust Device Tagging qui est ici, mais on peut aller vraiment spécifier dans l'EMS. Regarde, telle machine, telle station a cliqué sur un malware, je l'ai détecté, bien, mets le tag EDR détection, par exemple, puis prend une action par rapport à ça au niveau du pare-feu. Okay? On peut bloquer l'accès, on peut envoyer au NAC. NAC désactive le port de switch. S'il fait une exfiltration de données, on peut envoyer la blocklist IP dans le FortiGate, par exemple, automatiquement. Tout ça pour répondre très, très rapidement aux attaques. Parce que les attaquants prennent quelques secondes. Nous, il faut détecter que il y a un attaquant dans notre réseau, puis il faut investiguer d'où l'attaque est provenue. C'est quoi les brèches de sécurité? Ça peut prendre des heures, des jours, des mois. Okay? Donc ici, on isole l'attaquant, on investigue qu'est-ce qui s'est passé. Ici, je vous montre, dans le fond, un petit vidéo. On va finir avec la vidéo. Ici, on veut accéder à une ressource, par exemple, qui est au niveau du FortiGate sur AWS. On veut accéder à un remote desktop. Okay? Donc, on a FortiClient installé. Lui, c'est un client qui est géré par l'environnement SASE, mais qui a le MS aussi. On va avoir le ZTNA, la même chose. Donc, ça, c'est les destinations qu'on va avoir. Donc, ça, c'est notre serveur avec l'adresse IP interne de l'autre côté, sur le port 389. On va faire une session remote desktop. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? On a différents tags qu'on va définir. Bon, mais si, par exemple, tu as le firewall d'activer, bien là, on va avoir le tag, mais ici, il est éteint, mais on va avoir le tag firewall off. OK? Parce que, dans l'exemple qu'on va vous montrer, on va se connecter sans VPN, juste en... L'idée du ZTNA, c'est de publier seulement qu'une application sur Internet. Donc, l'employé a besoin d'accéder à un serveur spécifique, à un front-end, une application. On va publier l'application sur Internet. La personne va se connecter sur siteweb.compagnie.com. Puis à ce moment-là, on va pouvoir... Je vais juste le mettre sur pause 2 secondes. Elle va pouvoir... je vais juste revenir 2 petites secondes. Ici, parfait. L'idée, c'est ça. Fait que là, ici, on veut accéder à des ressources internes, mais sans monter de lien VPN. Okay? Pourquoi on veut faire ça? On veut minimiser la surface d'attaque. Au lieu d'avoir le gros tuyau où on a la connectivité VPN, on a accès, on peut pigner n'importe quelle machine, on peut faire des dénis de service si on veut, ou attaquer peut-être des switches en SSH, brute force, etc. Bien, l'employé, pour travailler, a juste besoin d'accéder à son remote desktop, par exemple, sur l'adresse IP 10.1.1.62. Mais moi, je suis à une adresse IP publique 24 quelque chose, je suis à la maison. Je vais ouvrir mon remote desktop, puis je vais marquer 10.1.1.62. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va démarrer le processus. Il va avoir un lien encrypté, un genre de VPN, mais que l'usager, c'est transparent pour lui, connecté au FortiGate AWS. Puis, après ça, dans le fond, il va y avoir un reverse proxy qui va se faire au niveau de l'application RDP à l'interne. Mais on va demander quand même le username, password, le token MFA pour accéder à l'application. Puis après ça, l'application Remote Desktop native du poste va ouvrir le 10.1.1.62. Okay? C'est un peu qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo. Fait que si on regarde ce signe pour vous montrer au niveau du tagging, que ce soit dans l'EMS ou dans SASE, on peut déterminer les tags qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut valider au niveau du poste de travail, puis par la suite, bien, on va vraiment faire nos politiques de sécurité en fonction des différents tags. Ici, on va autoriser les pare-feux qui sont autorisés à faire le ZTNA, par exemple. Ça, c'est au niveau du pare-feu AWS. Voyez-vous ici, c'est des règles de ZTNA, par exemple. Puis, pour accéder à mes ressources, à mon serveur, j'ai besoin d'être un Windows 10, puis d'avoir le Windows Firewall d'activer.
OK? Sinon, je ne pourrais pas accéder à mes ressources internes. On va le voir. Ici, c'est pour vous montrer qu'on peut prendre des applications, on peut mettre aussi, là, je ne l'ai pas mentionné, mais si on peut mettre des shared drives, par exemple des drives SMB. Okay? On pourrait juste cliquer, avoir mappé un drive sur notre PC, puis on fait comme si il était local, on clique dessus, mais là, quand on clique dessus, ça va nous demander notre username, password, token, puis une fois que le token est rentré, on a l'accès au remote drive, par exemple. Okay? Sans établir de VPN. Donc, toujours en vérifiant la posture. Comme j'expliquais tantôt, là, il y a de la télémétrie qui se fait à intervalles réguliers. On va aller vérifier si l'équipement est toujours conforme. Puis sinon, bien, on va prendre une action, on va changer le tag, on va dire que tu n'es plus conforme, bloque l'accès. Puis le blocage de l'accès se fait en temps réel, on va le voir. Là, ici, on va juste montrer qu'on est vraiment sur l'adresse IP 24. Quelque chose. Fait qu'on est à la maison, par exemple. Puis là, on va démarrer Remote Desktop. Ici, on va montrer la télémétrie. Là, il reste 26 secondes avant que, dans le fond, les informations se rafraîchissent. On a nos tags ici, Windows 10, Firewall On, vulnérable medium, par exemple, dans ce cas-ci. Puis on a les destinations qu'on a publiées, qu'on a permis à l'employé d'accéder, okay? Donc les applications. On ouvre notre Remote Desktop, on marque nos informations VPN, puis le token ou le push-up. Puis à ce moment-là, l'application Remote Desktop s'établit. Okay? Donc on n'a pas mis de VPN. Ça nous permet juste de publier le 3389 dans ce cas-ci. Aucun autre port au niveau du VPN. Là, on est sur la machine AWS. Qu'est-ce qui arrive si on désactive le pare-feu? Donc ici, on peut voir aussi les logs également pour les audits. Donc si, dans ce cas-ci, je désactive le pare-feu, vous vous rappelez qu'il fallait, pour accéder à la ressource, avoir le pare-feu activé. Qu'est-ce qui arrive s'il est désactivé? Un hacker a essayé de rentrer dans l'appareil, puis il voulait, par exemple, désactiver le pare-feu pour ne pas se faire détecter. Bien, la télémétrie va s'updater, le tag va changer, et automatiquement, la session, on ne pourra plus se connecter à notre ressource. Est-ce qu'elle va se déconnecter? Elle va se déconnecter. C'est en réel. Ouais. Bien, il y a un délai de 60 secondes, dépendamment du paramètre de refresh, dès que le tag arrive. OK? Ici, je montre, dans le fond, l'intégration avec le ForceDR. On peut faire différentes intégrations. Ici, j'ai intégré avec le MS, puis c'est facile à faire. On a le MS, toujours simple. On va dire quel tag que tu veux qu'il apparaisse au niveau du MS. Puis après ça, on a d'autres intégrations qu'on peut faire. Par exemple, FortiGate, envoyer les adresses IP blacklist. On peut aussi avoir le AD. Donc, on veut peut-être désactiver le compte de la personne en attendant. Au niveau de l'AD, on veut peut-être forcer un changement de mot de passe. Le mot de passe a été compromis. Bien, c'est des cas qu'on peut rencontrer. Donc, on veut réagir rapidement, on bloque l'usager, la personne est obligée d'appeler. Là, on peut investiguer qu'est-ce qui s'est passé, puis voir est-ce qu'il y a eu une attaque ou pas. Okay? Même chose ici. Là, ce que je fais, dans ce cas-ci, on va voir les tags qu'on a. Okay? Puis, je vais déclencher une série de vrais malwares. Puis, on va voir le résultat au niveau du FortiAMS. Ici, j'ai un échantillon de malware, par exemple. On va cliquer sur un malware. C'est des malwares qu'il faut renommer. Ils sont encryptés, normalement zippés. On peut les downloader à différents sites sur Internet si vous voulez tester vos solutions. Une fois que ça c'est fait, bien, on peut aller dans les logs au niveau de l'appareil. Puis vous allez voir ici, on a vu les actions dans le fond ici qui sont appliquées. Le premier, c'est on désactive un compte AD. Deuxième, on envoie le tag AEMS. Et le troisième, on va forcer un changement de mot de passe au niveau de l'usager. OK? Fait que ça a été fait parce que j'ai cliqué sur un malware. Donc, vous voyez l'importance de l'intégration entre les différents systèmes. Là, ici, ce qu'on va voir, bien, on va aller juste voir au niveau de l'appareil, dans un MS par exemple, puis aller voir, voyez-vous, le tag classification, il est EDR détection qui vient d'apparaître ici. Bien, à ce moment-là, on peut faire une action, bloquer ou faire quelques trucs que ce soit. Okay? C'est sûr qu'on peut l'isoler aussi au niveau du EDR. Ici, on va voir le compte de l'employé. Bien, automatiquement, si on regarde au niveau du compte, bien, le password, il doit être changé, puis le compte est désactivé aussi. Ça a été fait par l'intégration entre les différents systèmes. Le malware, il est-tu roulé ou c'est fait pogner avant de rouler?
Bien, c'est ça. Pour faire le test, parce que le EDR de Fortinet, dans le fond, il y a 2 étapes. Il y a la pré-infection et la post-infection. Pré-infection, il va capter la majorité des malwares. Et c'est un malware qui est sophistiqué, qui fait du bloating, par exemple, qui va essayer de souffler, d'essayer de bypasser les infections. Bien, à ce moment-là, il pourrait passer à travers. Là, dans mon cas, j'ai désactivé la portion pré-infection, puis j'ai laissé rentrer. Puis c'est l'encryption qui a détecté, dans le fond, c'est le comportement qui a détecté le malware. Okay? Parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'action qui serait déclenchée s'il n'a pas rentré. Mais c'est un bon point. On ne veut pas qu'il se déclenche, mais pour le démontrer, il faut faire des tests déclenchés, etc. Merci beaucoup.